Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors on sait aujourd'hui à quel point la famille dans laquelle on grandit aura une influence considérable sur notre construction future. Alors moi j'ai beaucoup apprécié un livre que j'ai lu déjà il y a pas mal de temps qui s'appelait L'enfance du crime. C'était écrit par Pierre Lassus et il raconte l'enfance des plus grands dictateurs, des plus grands criminels qui ont sur les mains le sang de millions de morts. Alors ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on voit que tous ces hommes ont eu des enfances massacrées. Alors on peut aussi se poser la question comment des parents, surtout aujourd'hui où il y a quand même une loi qui interdit la fessée, peuvent continuer à être aussi violents, aussi destructeurs avec leurs enfants. Et c'est avec Bruno Ponsnard que nous allons essayer de comprendre pourquoi la famille est si souvent violente et comment peut-être une société pourrait veiller à protéger ses enfants, puisqu'on sait que les enfants d'aujourd'hui, c'est la société de demain. Et sincèrement, j'ai quand même l'impression avec les faits divers que nous abordons sans cesse dans les médias que ça s'arrange pas vraiment. Enfin, en tout cas, si vous avez été meurtri par votre enfance, on peut peut-être vous aider durant ces 2 heures à trouver des pistes pour aller mieux, parce que je pense que tout le monde n'a pas envie de rester dans sa souffrance. Pour ça, vous venez nous rejoindre, vous venez témoigner et vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Bruno Ponsnard, merci d'être avec nous pendant ces 2 heures. Bonjour Brigitte, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors vous êtes psychanalyste, sexologue, clinicien. Je sais que vous travaillez beaucoup justement sur la violence intrafamiliale et c'est même d'ailleurs vous qui avez eu envie qu'on aborde ce sujet vraiment et qu'on rentre vraiment dans le cœur du sujet, parce que je crois que c'est vraiment le cœur du sujet. On a tous des blessures d'enfance, quel que soit notre milieu familial. On a des blessures d'enfance, d'abord parce qu'on est prématuré et qu'il faut des années pour que l'être humain se construise. Donc forcément, on n'a pas été compris dans nos émotions. On a ressenti des choses qui n'étaient pas forcément la réalité d'ailleurs. Mais il y a quand même des familles plus violentes que d'autres. Pourquoi ? En fait, l'éducation et la famille, c'est là que tout commence en termes d'éducation. Et très souvent, on apprend à être animateur radio, on apprend à être psy, à être un bon garagiste, à faire du bon pain, à être un bon boulanger, mais on n'apprend pas à être parent. Parent, on l'apprend au travers d'un modèle. C'est son père et sa mère en fait, et c'est nos parents qui vont nous éduquer, on dit élever un enfant, nous transmettre des valeurs, et très souvent dans les valeurs qu'on transmet, on transmet aussi beaucoup de croyances, où on pense que éduquer un enfant c'est lui mettre une fessée pour lui faire entendre raison, où on pense qu'un enfant doit se rabaisser ou se soumettre face à l'adulte. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut le laisser libre et faire n'importe quoi, mais peut-être qu'entre les deux, entre l'enfant roi qui est tout puissant et à qui on laisse tout faire, et l'enfant qu'on va en permanence frapper ou en tout cas interdire, il y a peut-être un juste milieu à avoir, tout simplement. Alors, il faudrait quoi donner des cours d'éducation à la parentalité quand les gens attendent un enfant, par exemple ? Oui, alors effectivement, on peut déjà sensibiliser les parents sur le fait que qu'est-ce que c'est qu'élever un enfant, qu'est-ce que c'est que poser un cadre, est-ce qu'il est nécessaire d'en arriver à des violences aujourd'hui on parle beaucoup de VEO, c'est ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires, et Brigitte, vous parliez à juste titre de cette fameuse loi fessée. On n'est pas obligé de contraindre un enfant physiquement ou de le rabaisser psychiquement et de lui dire qu'il est nul et bon à rien. Pour le cadrer et pour de temps en temps le remettre aussi à sa place d'enfant. L'enfant, il a besoin de repères, et ces repères, il faut qu'ils soient dans un juste équilibre entre ce qu'on l'oblige à faire, parce que vivre en société, c'est aussi accepter certaines contraintes, certaines obligations, sans être dans une forme de maltraitance, pas forcément physique, elle peut être psychique. Il y a des enfants qui sont éduqués, qui entendent pendant toute leur enfance, qui sont nuls, qui n'y arriveront jamais, qui sont bons à rien. Donc on induit quelque chose là déjà. C'est déjà une forme de rabaissement qui est assez inutile en fait, et pour le parent et pour l'enfant. Alors,
Bruno Poncelin, moi j'écoute depuis déjà pas mal d'années les auditeurs et j'entends beaucoup d'auditeurs qui sont en effet assez démolis par une enfance maltraitante et qui pourtant semblent, hein, encore une fois ce n'est que ce que j'entends, mais j'ai tendance à les croire parce qu'on sent beaucoup de sincérité dans leurs propos, ont l'air d'avoir été de très bons parents. Donc on voit bien qu'il n'y a pas une fatalité, c'est pas parce qu'on a été soi-même maltraité qu'on devient maltraitant, mais en même Oui. temps j'imagine que ceux qui sont maltraitants ne viennent pas témoigner. Donc on peut imaginer que ça se répercute de génération en génération, non? Alors, ça se répercute de génération et ça se pérennise dans le temps. Hein, effectivement, vous avez raison, vous dites que c'est de génération en génération. Et ça se pérennise dans le temps quand les parents n'en ont pas conscience ou quand il n'y a pas une volonté de changer. Il y a des parents qui pensent que donner la fessée, c'est toujours bon. On entend encore aujourd'hui les gens qui vous disent oh, ça fait pas de mal, ça fait circuler le sang. S'il pleure, il pissera moins le soir. Enfin, toutes ces bêtises qu'on peut entendre qui viennent justifier l'injustifiable. Et donc, quand le parent est sûr de son bon droit, j'allais dire, et qu'il n'y a pas de remise en question, effectivement, on va avoir plutôt tendance à répéter, puisqu'on pense que c'est la bonne solution. Les familles où ça change, et c'est vrai qu'il y a plein d'auditeurs qui vous disent, voilà, moi j'ai vécu ça, et je ne voulais pas, ou je me suis interdit à refaire pareil. C'est des gens qui ont, je m'excuse pour les autres, mais je pense que c'est des gens qui ont de l'humanité en eux, et qui ont conscience que éduquer un enfant, c'est de l'ordre de la transmission, en fait. Si on a conscience qu'on est là pour transmettre à l'enfant, je pense qu'effectivement, on est en capacité de changer, y compris sa propre façon de penser. Hein, ce que moi j'appelle le doute. Je pense que le doute, il est important de douter, non pas pour s'empêcher de faire, mais pour remettre en question peut-être certaines choses qu'on a comprises, qu'on a apprises, et pour les faire différemment, et peut-être mieux encore. Et les parents qui sont bienveillants, en fait, quand ils élèvent leurs enfants, ils essaient de les aider à faire encore mieux que ce que moi j'ai fait, en fait. Un bon parent, c'est celui qui permet à l'enfant de faire encore mieux que ce que moi j'ai fait. Et c'est ça la transmission. Est-ce que, oui, mais est-ce qu'on pourrait dire que chez certains parents qui justement ont été maltraités, être très bon parent, c'est un peu se réparer soi-même? Bien sûr, complètement. Alors là, je souscris à 100%, effectivement. On ne se répare pas parce que quand on est maltraité, quand on subit des violences, on pourrait parler d'autres violences plus graves comme l'inceste, on parle souvent de réparation. On ne se répare pas. On vit avec ce qui est vécu de traumatisant, de douloureux. Par contre, on se répare en faisant différemment avec ses propres enfants. C'est ça qui est important. Le changement, il est là, en fait. C'est quand j'arrive à faire ce que mes parents n'ont pas su faire avec moi, que je suis dans un processus de réparation et de changement, en fait. Alors, on va évidemment donner la parole aux auditeurs dans un instant. Juste avant, je voulais peut-être revenir aussi sur les différentes violences que peuvent subir les enfants et même les ados d'ailleurs. On sait qu'il y a des violences qui paraissent plus graves que d'autres. Et en même temps, j'aurais envie, pour ouvrir le débat et laisser à chacun la possibilité de témoigner avec sa sensibilité et sa souffrance, au fond, ça va dépendre des individus. C'est-à-dire qu'il y a parfois des enfants qui ont subi je dis juste, entre guillemets bien sûr, hein, juste de la maltraitance par la parole, et qui pourtant vont être plus blessés que quelqu'un qui aura peut-être été battu ou voire même violenté sexuellement. Oui. Vous êtes d'accord aussi avec ça? Je crois que c'est important de le rappeler, que c'est qu'au fond, c'est ce qu'on ressent soi qui compte. Voilà. Après, c'est comment sont vécues les choses. Hein. Si vous voulez, dans le milieu de la maltraitance, on a ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires. C'est la punition, où on prive l'enfant de repas en l'envoyant se coucher, c'est la fessée, c'est les rabaissements en disant qu'il est nul, qu'il est bon à rien. Voilà, ça on appelle ça les violences éducatives ordinaires. Et on est nombreux à les avoir pratiquées, y compris moi en tant que parent, parce que peut-être pas assez conscience de l'impact que ça pouvait avoir sur l'enfant. Voilà. Ensuite, on a les violences intrafamiliales dont on parle beaucoup. On retrouve notamment les féminicides, mais pas seulement. Aujourd'hui, par exemple, l'enfant est reconnu comme une co-victime. Quand une maman est maltraitée par son conjoint, l'enfant est considéré aujourd'hui légalement et juridiquement comme une co-victime. Avant, l'enfant, c'était un spectateur, c'était un témoin. Comme si l'enfant ne ressentait rien ou n'était pas impacté par les violences infligées à sa maman par son papa.
Et ensuite, on a plein d'autres formes de maltraitance. Et là, ça sort du cadre familial. On peut avoir le harcèlement scolaire. On peut avoir le harcèlement scolaire sur les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui, dans les phénomènes de harcèlement chez les enfants et les ados, 80% des phénomènes de harcèlement ont lieu sur les réseaux sociaux. Et après, on a toutes les violences sexuelles qu'on peut connaître, soit entre enfants ou entre adolescents, mais aussi certains prédateurs qui vont sur les réseaux sociaux de façon insidieuse, se font passer pour un enfant de 14 ans, et en fait, on parle là de pédophilie. Donc, il y a beaucoup de formes de violence. Hein. Je pourrais vous en donner encore plein d'autres, mais voilà, là, je vous ai donné un petit peu un canevas de ces violences-là. Et ce qui est vrai, c'est que par rapport à un fait, certaines personnes vont le vivre de façon très traumatisante et vont porter ça comme un fardeau toute leur vie, et d'autres personnes qui arrivent, malgré la gravité de la violence subie, je ne dirais pas à oublier, mais à faire avec. Et finalement, ils ne fonctionnent pas si mal que ça par rapport à la gravité. Donc, il y a à la fois la gradation de l'acte et sa gravité, mais aussi psychologiquement, est-ce que je suis plus ou moins solide, ou en tout cas plus ou moins enclin à supporter ce qui pourrait paraître à d'autres insupportable. Eh bien, je vais vous donner un exemple d'une patiente que j'ai eue, qui avait été séquestrée 15 jours. Elle était victime d'une tournante. Donc on parle là de 12 ou 13 garçons qui l'ont violée pendant... Eh bien, cette fille que j'ai eu la chance de voir, parce que c'est vraiment une chance, c'est vraiment une belle histoire pour moi. Au niveau de sa sexualité, il n'y avait pas beaucoup de traumatisme. Elle a réussi à se construire sexuellement. Elle est venue pour d'autres choses, et notamment sa question existentielle, c'est: est-ce que je vais arriver à être une bonne mère parce que j'ai été abîmée? Donc la sphère sexuelle et sa relation à l'homme, ça dysfonctionnait pas, alors qu'on aurait pu croire qu'effectivement là l'homme était devenu le danger. Et en fait, elle est venue, elle, pour savoir: est-ce que j'arriverai à être une bonne maman avec ce que j'ai vécu? Donc vous voyez que l'impact, selon... Et il y a des gens qui ont entendu leur maman jouir une nuit et qui pensent que maman avait mal parce qu'elle jouissait. Vous voyez? Donc il y a à la fois le fait et à la fois comment ce fait est vécu. Et ça, ça dépend de qui on est et de comment on vit les choses. Et c'est important de le dire parce que sinon on a tendance, parce qu'on entend quelque chose et on se dit: oh là là, moi aussi j'ai vécu ça et donc je suis massacré. Oui, c'est vraiment important de revenir à ce qu'on ressent. Vous avez raison, Brigitte. Souvent on est dans la projection de notre histoire et on a du mal à entendre les autres en minimisant ou en... Et ce qui est important, c'est d'entendre, notamment là, puisqu'on parle des enfants maltraités, ce qu'il faut entendre, c'est la souffrance. Même parfois, on me dit: oui, mais il ment un peu, il raconte un peu des histoires, des sornettes. En tout cas, ça signe une souffrance, ça c'est certain. Eh bien, on en parle dans un instant avec Céline qui nous a rejoint, mais bien sûr, je vous invite, et vous aussi, à venir parler. 0826 300 300, on vous attend sur Sud Radio. Nous évoquons aujourd'hui les violences intrafamiliales en compagnie de Bruno Ponsnard, psychanalyste, sexologue, clinicien. Et on va commencer avec Céline qui va nous raconter justement son enfance. Bonjour Céline. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour Céline. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire en premier, Céline? Alors, ce que j'ai envie de dire en premier, c'est que pour ma part, j'ai vécu donc... une violence bien particulière intrafamiliale, dont je mets le nom l'inceste, voilà, de la part de mon beau-père. Oui. Voilà, et donc j'ai vécu, je veux dire quelques années, hein, puisque voilà, je suis quand même, j'ai un certain âge, et j'ai vécu quelques années à rechercher, puisque j'étais persuadée que ma mère était au courant. Et j'ai recherché, la reconnaissance. La reconnaissance dans les yeux de ma mère et une sorte d'amour de sa part. Et au bout d'un certain temps, qui a été quand même assez long, hein, puisque les choses se sont passées, je devais avoir une dizaine d'années. Et disons que je me suis réveillée à l'âge de 40 et quelques années, en me disant que rien n'avait de vraie valeur à ses yeux finalement, puisque je sentais bien que j'étais pas reconnue et que quoi que je fasse, c'était toujours mal, noir, enfin le tableau était noir. Et donc j'ai mis des mots sur ce que j'ai osé dire et parler de ce que j'avais vécu. Donc toujours à l'intérieur de la famille. Donc toujours avec maman, ça? Pardon?
C'était avec maman? Oui, oui, bah, j'en ai parlé à mes frères, à mes sœurs, à ma mère ouvertement. Hein, on a eu une forte discussion. Elle n'a pas voulu reconnaître, elle n'a pas reconnu les choses, elle était dans la négation tout le temps. J'en ai parlé donc à mes sœurs et à mes frères. Et là, c'est pareil, j'ai eu une levée de bouclier en me disant que oui, bon, bah alors il s'était passé quand même quelques années, que fallait ne plus penser à ça, continuer à avancer. Et moi, j'avais besoin d'être reconnu, oui. De mettre des mots, peut-être pas reconnus, mais mettre des mots sur ce que j'avais vécu. Et je veux dire, je l'ai fait de façon naturelle, puisque entre-temps, voilà, on prend plus de maturité et d'assurance. Et je l'ai dit, je vais dire, comme je raconte une histoire banale, enfin normale, quoi. Et je veux dire, ça a d'autant plus choqué. Et je ne me suis plus mis du côté de la victime. Là, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, c'est toi la victime. Je veux dire, c'était pas moi. Finalement, j'étais pas responsable de ça. Ce qui m'était arrivé, j'étais pas responsable. Moi, j'avais juste. Attendez, Céline, pour bien comprendre, le fait que votre mère et votre famille ne reconnaissaient pas la réalité, vous aviez l'impression que vous aviez une part de culpabilité, c'est ça? Je l'ai porté, même après avoir parlé. Je l'ai porté, et je veux dire, à certains moments de ma vie actuellement, hein, pourtant le temps avance, oui, dans ma façon de... d'être, je sens bien, même si non, mais c'est important ce que je vous propose, je vous demande, Céline, parce que ça peut vraiment aider ceux qui nous écoutent. Est-ce que si votre maman avait reconnu le mal que vous a fait son compagnon, hein, puisque c'est votre beau-père, ça vous aurait aidé à vous libérer de cette culpabilité? Tout à fait, oui. Oui, mais c'est ça, il me semble, l'intérêt de votre témoignage, non, Bruno Poncelat? Tout à fait. Oui. Oui, on parle beaucoup en ce moment de la libération de la parole, et c'est pas un vain mot, parce que d'abord, ça permet de ne pas s'effondrer, ça permet de ne pas garder les choses à l'intérieur de soi, et ça permet de donner une réalité à des choses qui sont ressenties par rapport à des événements réels que vous avez subis avec ce beau-père incestueux. Mais ça vous permet aussi de redevenir actrice de quelque chose, de ne plus subir. Alors, c'est vrai que dans votre témoignage qui est touchant, et on l'entend très souvent, pour l'entourage, c'est inaudible. On ne peut pas l'entendre, parce que d'abord, ça voudrait dire que si on l'entendait, on aurait peut-être pu faire quelque chose. Donc il y a aussi des fois des proches de la famille qui vous font taire, parce qu'ils n'ont pas vu, et que reconnaître ce qui vous est arrivé, ça serait reconnaître qu'à un moment donné, ils n'ont pas été là. Et puis après, il y a tout cet équilibre familial qui est quelque chose de fragile, hein. Vous m'avez dit, vos frères et sœurs aussi vous ont demandé de vous taire et de passer à autre chose, c'est ça? Oui. Est-ce que votre mère, justement, est toujours avec cet homme? Non, depuis, il est décédé, donc non, mais elle le défend. Je veux dire... Elle le défend toujours? Oui, voilà. Alors moi, c'est vrai que par la suite, longtemps après ne pas avoir été reconnue dans ces faits-là, je me suis dit que rien n'était, finalement, de ce côté-là, rien n'était possible. Et j'ai préféré, pour ma part, après peut-être c'est mon caractère, etc., mais pour ma part, j'ai préféré couper court avec ma propre mère, et quasi avec la totalité de mes frères et sœurs. Je crois que vous avez bien fait, parce que c'était pas de ce côté-là que vous pouviez avoir du soutien, et je crois, enfin Bruno Poncelat va nous le dire dans un instant, mais je crois que dans ces histoires-là, à un moment donné, on a quand même besoin d'un pilier, d'un soutien pour avancer. Céline, restez avec nous, on va vous retrouver dans un instant, et puis on va continuer à avancer déjà avec vous, et puis on retrouvera également Philippe Hoffman qui va parler de la masturbation chez les ados. Ça va vous parler, Bruno Poncelat, puisque vous êtes également auteur d'un livre sur la masturbation. On fait une toute petite pause, on retrouve Céline tout de suite.
Nous sommes avec Bruno Ponsnard. Nous évoquons aujourd'hui les violences intrafamiliales. Vous êtes sexologue clinicien, psychanalyste, et vous vous occupez beaucoup de ces sujets difficiles, délicats. Bruno Ponsnard, je trouve que le témoignage de Céline, pour commencer, est intéressant parce qu'il montre bien toute la structure familiale finalement qui fait bloc presque contre la victime. Oui. Oui, c'est vrai qu'au-delà du fait qu'il y ait déjà une première ignominie qui est vécue, après il y a plein de choses qui empêchent l'enfant de parler. Il y a d'abord l'auteur des faits, il y a les faits en eux-mêmes, l'auteur des faits. Après, il y a la culpabilité, et très souvent on se rend compte que l'entourage n'est pas prêt à entendre, et que très souvent c'est plus facile de faire taire, et c'est le cas pour Céline, de faire taire la victime que d'assumer, si tant est qu'on devait assumer, parce que les gens qui sont autour n'ont rien à assumer en fait. Mais pour eux, c'est difficilement redit parce que ça remet en question leur équilibre familial, leur perception du papa, parce que là, on entend bien qu'il y a toute la fratrie qui dit à Céline, tais-toi en fait, c'est ça qui est dit derrière. Et Céline, elle a fait ce que beaucoup font quand ils n'ont pas d'autre choix, c'est couper le lien. Alors moi, je suis pas là pour vous dire c'est bien d'avoir coupé ou pas, mais en tout cas, c'est nécessaire pour vous. Et c'est ça qui est important. Vous avez compris qu'à un moment donné, cet éloignement et cette distance que je prends avec mes proches, c'est pas parce que je les aime pas, c'est parce que c'est une question de survie aussi. C'est une question de pouvoir vivre sans le regard des autres qui me renvoie une forme de désapprobation, en fait. Comme si vous étiez comptable ou responsable de ce absolument. qui s'est passé. Mais Céline, donc couper le lien, on le comprend tout à fait, puisque de toute façon, ce que vous en attendiez, vous ne l'avez pas. Mais est-ce que quelque part, vous êtes encore dans une sorte comme ça d'espoir qu'un moment ou un autre, vous pourriez l'avoir, ou est-ce que vous y avez vraiment renoncé? Je pense que déjà, une maman, on n'en a qu'une. C'est sûr, parce que moi-même, je suis maman. Voilà. Donc la décision qui a été prise, comme je dis, c'est une question de caractère aussi. Elle a été très complexe, puisque j'ai mis des années à me dire voilà, je vais couper le lien. Donc c'est très difficile parce qu'on se retrouve tout seul finalement. Parce que je veux dire, quand on est jeune, quand on part dans sa vie d'adulte, moi en l'occurrence j'ai 3 enfants. Je veux dire, on a envie de faire les anniversaires, les Noëls, les fêtes de famille. On a envie de tous se rassembler avec, je veux dire, les cousins, même quand ils sont bébés, petits. Et je veux dire, on se retrouve un peu, je veux dire, seul. Et à ce moment-là, je me suis dit, puisque t'as pas d'autre choix, on t'a pas laissé d'autre choix que celui-là. Toi, tu vas insuffler autre chose, tu vas casser en quelque sorte ce moule-là qui te plaît pas, c'est ce que je me suis dit, ce moule qui te plaît pas, et ta famille, tes enfants, voilà, ton conjoint, tes enfants, tu vas les porter et tu vas insuffler autre chose, du bonheur, de la compréhension, finalement tout ce qui me manquait, bien sûr, voilà, toute la reconnaissance. Et c'est pas un remplacement, c'était juste parce que souvent on dit quand on a été malheureux, au contraire avec ses enfants, soit on reproduit, soit on fait mieux et on leur donne. Non, je suis restée, je veux dire, dans une éducation, je veux dire entre guillemets classique. Mais je voulais absolument casser ce moule de cette famille où finalement le silence la prise de non-parole était là, et les secrets de famille et tout ça. Et moi, c'était pas ce que je voulais pour ma propre famille. C'est-à-dire mes enfants. Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question indiscrète. Vous vous êtes fait accompagner par un psy ou par non, pas du tout, non. C'est pour ça peut-être que ça a été très long. Je pense Alors, que j'ai passé. Bravo. Oui, j'ai passé des moments où je comprenais pas. Oui. Je vous dis un grand bravo parce que vous avez fait, en fait, on parle beaucoup de la résilience. Vous êtes quelqu'un de résilient et vous avez compris que se réparer, c'est pas se réparer soi-même, c'est on se répare en faisant différemment avec les siens, avec ses enfants, ses propres enfants.
on fait comme on peut, on tient compte effectivement tout ce qui est le milieu familial, maman, les frères, les sœurs, vous le maîtrisez pas. Par contre, vous avez pas perdu de vue que pour pouvoir vous réparer vous-même, c'était en transmettant autre chose que ce que vous avez subi en fait. Et c'est pour ça que je vous posais la question, parce que c'est tout ce qu'on fait quand on est dans la thérapie d'accompagnement, c'est de permettre aux gens de porter un regard différent, non pas sur ce qui s'est passé en arrière, mais qu'est-ce qui va se passer demain et en quoi moi je suis actrice de ça. Donc un grand bravo pour votre témoignage, un grand merci, vraiment. Et justement, Céline, votre témoignage que vous avez eu envie de nous offrir aujourd'hui sur Sud Radio pour tous ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui nous écoutent, qui vous écoutent, Céline? Quel est le message que vous avez envie de transmettre? Parce que je pense qu'il y a aussi quelque chose dans votre envie de témoigner qui est de cet ordre-là. Eh bien, moi, je pense qu'il faut, au départ, on culpabilise, certes. Oui. Oui. Comme disait Bruno, c'est un grand travail qui prend du temps. Mais je veux dire, le dire avec des paroles simples et comprises de tout le monde. Pour moi, ça a été la meilleure thérapie de pas noircir, de pas porter ce poids comme si c'était quelque chose que je ne pouvais pas porter. Au contraire, vous êtes conscient, oui, vous êtes consciente que vous portez un fardeau et vous ne faites pas comme si tout allait bien, hein, c'est ça? Eh ben, je porte ce fardeau, mais en fait, mais ça va bien. Oui, non, mais je comprends bien. La vie soit le plus légère. Je trouve des bonheurs. Il y a des bonheurs partout dans la vie qui nous entourent tous les jours de notre vie. Avec nos proches, avec mes enfants, mes petits-enfants, quand on rencontre des gens qui sont très gentils, avec qui on peut discuter. Tous les jours, il y a des petits bonheurs dans la vie. Et en fait, oui, j'ai reconstruit ça de cette façon-là, en fait. Vous restez dans l'amour de l'autre et de vous-même, et de vous-même surtout. Merci beaucoup, Céline. Je crois, je suppose que vous l'avez fait. Je crois qu'à un moment ou un autre, ce sera bien aussi d'en parler à vos enfants, parce que ça évitera justement les secrets de famille. Je l'ai fait, Brigitte. Bravo. Écoutez, mille fois bravo, hein, Bruno Ponsnard. On n'a plus rien à dire. Grand bravo, et puis superbe témoignage, vraiment. Merci, Céline. C'est moi qui vous remercie. C'est grâce à ce genre de témoignage, Céline, vous savez qu'on est heureux, Bruno Ponsnard et moi, de faire ce genre d'émissions qui sont pas toujours faciles à mener, mais c'est grâce à ces témoignages-là. Oui, d'autant que parmi tous les gens qui nous écoutent, ça va parler à quelqu'un, ça va pas donner des solutions, parce que chacun a la solution en soi par rapport à sa propre histoire. Mais vous savez, des fois, on rencontre quelqu'un 10 minutes qui change votre vie. Et votre témoignage, il va changer la vie de quelqu'un, j'en suis certain, vraiment. Merci, j'en suis ravie, en tout cas. On vous embrasse. Chapeau. Ouais. Chapeau. Alors, Bruno Ponsnard, vous êtes l'auteur de ce livre, La masturbation, si on en parlait, aux éditions de la Musardine. Le titre, de toute façon, il a été assez compliqué. Le livre, il n'y a pas tant de gens qui l'ont acheté. Ça reste un tabou, la masturbation, n'est-ce pas, Philippe Hoffman? Bonjour. Oui, alors justement, j'ai voulu rebondir un petit peu avec votre livre. Bonjour Brigitte et bonjour Bruno. Parce que je voulais vous parler de la masturbation pour les adolescents surtout, hein, puisque c'est vraiment à ce moment-là que les choses deviennent très 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 intenses. Alors, je vous rassure, je fais pas cette chronique pour tous les déçus de la Saint-Valentin qui se voient obligés de se satisfaire en solo, hein. Mais comme d'habitude, on va parler des ados et vraiment. On sait très bien que c'est la période de découverte de la sexualité et puis que ça passe par l'exploration du corps qui change, hein, et surtout de ses parties génitales. Alors, excusez-moi Philippe, excusez-moi Philippe, oui. vous avez l'habitude, je vous coupe toujours de toute façon. On sait à partir de quel âge les ados, garçons ou filles, parce que je pense que c'est peut-être pas tout à fait le même âge, commencent à se masturber? On sait à peu près. Oui, alors pour les garçons, en fait, c'est quand leur zizi commence à pousser, à être proéminent, à être beaucoup plus gros, beaucoup plus avec des érections qui parfois les surprennent même la nuit. Et donc, ils commencent entre 12, 13, 14 ans. Vous voyez, c'est un petit peu une fourchette comme ça. Les filles, c'est plus compliqué parce que ça passe par le clitoris, cette excitation dans un premier temps, et c'est pas uniquement, mais le clitoris, c'est pas aussi apparent, c'est pas aussi évident. D'ailleurs,
il y a beaucoup de jeunes filles de 14 ans au moment de vous savez, de l'éducation sexuelle en quatrième, là, qui ne savent pas où est leur clitoris. Hein, énormément encore, hein, après 50 ans de révolution sexuelle. Et donc, pour les filles, c'est plutôt après 16 ans, l'exercice de la masturbation. Donc, il y a un décalage comme ça, alors que pour les garçons, c'est évident et peut-être culturellement, c'est très répandu. Et pour les filles, c'est très différent. Donc, alors c'est sûr que dans toutes les sociétés, on a toujours condamné la masturbation, ça se fait encore aujourd'hui. Ça a même été condamné par la médecine en diabolisant, ça rendait idiot, sourd, enfin je ne sais quoi. Et en fait, c'est surtout pour contrôler l'excitation sexuelle des jeunes qui pourrait menacer l'ordre établi, hein. Donc c'est un processus de castration symbolique sociale qui rappelle aux ados que pour être une femme ou un homme, il faut être digne et savoir se retenir, hein. Au-delà de cette castration sociale, il y a, pour nous les psys, il y a une castration psychique, hein, aussi, parce que les ados, comme ils deviennent des hommes et des femmes, ils ont des petits fantasmes oedipiens là qui rappellent leur enfance, où maintenant ils pourraient carrément avoir du désir sexuel vraiment pour leur papa ou leur maman et passer à l'acte. Donc ça les culpabilise un peu, c'est inconscient, hein. Et ce qui fait que ça participe aussi au fait que la masturbation, c'est bien agréable, mais ça n'est pas si simple que ça et ça peut produire aussi des angoisses, hein. Donc, comme je le disais, pour le garçon, c'est plus simple que pour les filles. En plus, comme ça devient presque mécanique avec un débordement de testostérone, là, ils se tripotent sans arrêt. Pour certains, ça devient un vrai tic, hein, ils le font partout. Ils garderont même la main dessus comme pour vérifier que leur pénis est toujours là. Il y en a qui se masturbent sans arrêt pendant une période 6 à 10 fois par jour. Alors on dit que ça devient compulsif, mais ça devient vraiment compulsif si ça dure dans le temps. En général, ça passe avec la première rencontre amoureuse, hein. Donc ça présage pas d'un problème grave psychologique futur. Mais il y a aussi des garçons qui se masturbent entre eux quand ils font des concours. Ça, c'est un petit peu une forme de relation homosexuelle soft qui permettent de découvrir et de partager leurs désirs. Pour les filles, c'est différent, hein. Comme je disais, le plaisir sexuel pour les filles dans le monde entier, c'est très verrouillé, hein. Au Soudan et en Égypte, il y a plus de 80% des filles qui sont excisées encore aujourd'hui, hein. C'est une mutilation barbare qui est pratiquée par les femmes pour faire de leurs filles des épouses fidèles qui n'auront pas de ressenti de plaisir. En fait, c'est pas toujours vrai, mais puisqu'il peut y avoir du plaisir ailleurs, mais malgré tout, c'est quand même terrible. Et on voit bien que avec cette idée-là, la masturbation féminine, c'est associé à la souillure, parce que ça touche une partie obscure qui est jugée sale, où s'écoulent tous les flux, l'urine, le sang, les règles, les excréments. On ne doit pas y toucher et encore moins jouer avec. Ça explique peut-être pourquoi il y a 50% des filles encore aujourd'hui, malgré toutes les révolutions sexuelles, qui ne se masturbent pas, et même après 16 ans. Physiologiquement, pour les filles, c'est moins évident que pour les garçons, comme je l'ai dit, mais et la libération hormonale, elle est peut-être moins excitante, mais ça explique pas tout. Mais heureusement, les mœurs évoluent, et puis avec les réseaux sociaux, les sextoys, les films, ça commence à changer. Alors, pourtant, pour les deux sexes, hein, c'est vraiment formidable cette découverte du plaisir et de l'orgasme en solo, parce que c'est une étape très très importante de leur développement. Ils découvrent seuls, dans un secret qui est indispensable, l'intimité de leur corps. Ils développent leur fonction sexuelle, ils apprivoisent leur plaisir, ils sauront mieux attendre même pour jouer avec leur partenaire. Et après une période où les images qui les excitaient sont crues, morcelées, vous savez, un sein, un vagin, une main, enfin, un morceau de corps, comme dans les films porno, bien, ça va devenir plus sophistiqué grâce à la rencontre avec l'autre. Et donc, ça va apaiser leur tension interne, autant physique que psychique, et ils vont se sentir devenir des hommes et des femmes à part entière, petit à petit. Et puis après, ce jeu va s'estomper, ça va en rencontrant une autre personne. Le vrai contact, ça va devenir une source sensuelle incroyable, et ça va leur faire abandonner un petit peu quand même cet auto-érotisme. Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno?
Je trouve ça très très intéressant. La seule chose où je suis dubitatif, c'est effectivement quand on regarde les statistiques, on se rend compte que les filles découvrent le corps un peu plus tard. Et ceci étant, la petite fille, je pense qu'elle a une capacité à découvrir son corps très tôt, et notamment on note chez des petites filles, et là je parle de petites filles, hein, 4-5 ans, la découverte du corps par la masturbation, et on a même vu des orgasmes chez la toute petite fille, ce qui est surprenant d'ailleurs, parce que c'est vrai que ce corps de la femme est diabolisé, et en témoigne nos religions. Aujourd'hui, on focalise beaucoup sur l'islam, mais les catholiques étaient pas mal il y a déjà pas si longtemps que ça, puisque on attachait les enfants pour pas qu'ils fassent des il y a beaucoup comme de ça. cultures qui sont comme ça. Ouais. Dans les trois grandes religions monothéistes, on voit qu'il y a une espèce de diabolisation. C'est comme si on avait du mal à assumer un petit peu cette part d'animalité, parce que le sexe, c'est animal. Si on regarde deux singes bonobos ou deux humains, c'est la même posture, c'est très animal. Mais cette chronique, elle est éclairante, bien sûr, effectivement. Et par contre, la masturbation, même quand on est en couple, il faut continuer à en user, à en abuser, ne serait-ce que pour les plaisirs du couple, tout simplement. Voilà. Ouais, mais là, ça devient un jeu sexuel d'adulte, alors que ce que j'expliquais, c'était que c'était une pratique solitaire qui participe au développement de la sexualité. Bien sûr, et de la découverte du corps, et de la découverte du plaisir par ce corps, qui est un corps en devenir, qui est... ouais. Ouais. Peut-être qu'il y a juste quelque chose qu'il faut signaler avant tout aux parents, c'est que dès que l'enfant a 12-13 ans, ne jamais rentrer dans la salle de bain ou dans sa chambre sans frapper, sans prévenir, pour justement ne pas le surprendre en train de se masturber, non? Oui, parce que ça peut être traumatique. Ouais. Permettre à l'enfant Pardon. Oui, Bruno, allez-y, oui. Allez-y, Bruno. Permettre à l'enfant d'avoir son intimité, en fait, de lui dire, voilà, il y a un espace qui est à toi et dans lequel je ne rentre pas. Voilà, tu as ton intimité et la possibilité de découvrir ton corps seul sans que je sois envahissant en tant que parent, en fait. D'accord. Merci en tout cas, Philippe Hoffmann. Comme toujours, vous savez que vous avez beaucoup de fans qui écoutent votre chronique, Philippe Hoffmann. Donc, bravo. C'est bien. Oui, félicitations. Et puis, je rappelle le titre du livre de Bruno Poncelard, hein, c'est le moment ou jamais, La masturbation, si on en parlait, c'est aux éditions de La Musardine. Il est toujours là, si vous avez envie de mieux comprendre de quoi on parle quand on parle de ce sujet qui, évidemment, n'est pas encore si bien rentré dans les mœurs, malgré les nombreuses révolutions sexuelles, mais ça reste encore à prouver qu'il y a eu révolution sexuelle. Merci, Philippe Hoffmann. On fait une petite pause et puis on se retrouve dans un instant, bien sûr. Nous évoquons en compagnie de Bruno Poncenard aujourd'hui les violences intrafamiliales, et c'est un père qui va témoigner maintenant. Bonjour Philippe. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Poncenard. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors c'est au sujet de votre fille, hein, Philippe? C'est au sujet de ma fille. Alors je vais essayer de pas trop me disperser parce que c'est un parcours long, compliqué et un petit peu semé d'embûches. Je vais vous m'arrêter si vous voyez que je me disperse. Je suis le papa d'une jeune ado de 16 ans, d'un couple de parents divorcés depuis bientôt une dizaine d'années, et avec une garde alternée qui était en place depuis le début. Une semaine, notre fille passait de l'un à l'autre, ça se passait pas mal. Et puis il y a quelques années, il y a à peu près 2 ans, ma fille a commencé à dénoncer, en rentrant à la maison le vendredi soir, des coups, de la maltraitance psychique, auquel je tenais pas une grande comment dire, je n'ai pas prêté sans doute assez attention au départ. Se dire que la femme avec qui on a été puisse maltraiter son enfance, c'est assez particulier. Et puis je me suis dit, peut-être. Donc elle avait 14 ans hein, quand elle commence à vous raconter ça. Elle avait 14 ans, ouais. Et les faits qu'elle dénonçait, c'était sa maman qui l'a maltraitée. C'était sa maman qui la maltraitait. D'accord. Psychiquement. Donc peut-être que dans votre tête inconsciemment, Philippe, vous vous êtes dit c'est sa crise d'adolescence, elle en veut un peu à sa maman comme beaucoup de jeunes filles. Exactement.
Ah, c'est ça, hein, oui. Exactement, c'est exactement ça. Et puis, on a entendu des affaires où les jeunes peuvent raconter un peu des conneries. Donc, c'est compliqué de venir dire « Attends, mais ma fille me dit qu'il y a des coups, mais attends, c'est la réalité. Est-ce que c'est vraiment la réalité ?» Donc, il y a déjà un questionnement qui se met en place où, voilà, puis c'est une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, la maltraitance psychique où sans cesse, on lui dit bah, « T'es grosse, t'es moche. Tes études, c'est de la merde, c'est pas fait pour toi, c'est des idées de ton père. » Cette espèce de truc tout le temps clivant et manipulant qui était un petit peu. Oui, c'est ce qu'on appelle de la violence invisible. Hein, c'est-à-dire qu'en apparence, pas grave, mais à force, c'est très humiliant. Très humiliant, très destructeur. Chez une enfant, une jeune ado qui avait déjà des problèmes de confiance en elle, ça a été un ravage. Vraiment. Donc ma fille a commencé à se faire du mal, du coup, donc par des scarifications, des choses comme ça. Hein. Nous, je suis en famille recomposée, et, donc ma compagne est dans le soin, donc on avait pas mal d'échanges là-dessus. On disait, à force de la traiter de grosse, elle va nous déclencher une anorexie, une de ces 4. Et on l'a un peu vu venir, et ça n'a pas manqué. Les troubles alimentaires sont arrivés. Et bon, bah là, ça a été dramatique. Hein. Moi, je pouvais récupérer ma gamine au portail le vendredi soir à la maison, et elle a été en épuisement total, psychique et physique. Donc, elle tenait quasiment plus sur ses jambes. Donc, un jour, je l'ai emmenée à l'hôpital parce que je savais plus quoi faire et que je pense qu'elle était en danger. Donc, on est parti à l'hôpital, puis ça tombait mal. C'était un week-end, ils nous l'ont pas gardée. On est reparti. Elle a fait sa rentrée le lundi. Le lundi soir, elle rentre, c'était pire. Je suis retourné là-bas et je leur ai demandé de l'hospitaliser. J'ai un petit peu fait de forcing parce qu'ils ne voulaient pas. Donc, c'est des services de pédopsychiatrie où il y a peu de place. Hein, on sait comment ça fonctionne, tout ça. Donc, ils ne voulaient pas. Et puis, finalement, j'ai un petit peu plus insisté et ils nous l'ont gardé une semaine. Ça a permis à ma fille de se remettre un petit peu sur pied et de se reposer, on va dire. Elle me demandait est-ce que sa mère soit éloignée d'elle pendant ce séjour à l'hôpital. Les équipes soignantes n'en ont pas tenu compte. Donc la mère venait visiter sa fille. La maltraitance n'a pas été entendue par les services soignants. Alors, je me permets de signaler à tous ceux qui nous écoutent que il y a plus d'infanticides dus à cause des femmes que des hommes. Donc, cette idée encore que les mères sont forcément bonnes, il serait peut-être temps aussi qu'on lui torde le cou, ce qui ne veut pas dire encore une fois que toutes les mères ne sont pas bonnes, hein, qu'on se comprenne bien dans ce que je viens de dire. Mais c'est vrai que il y a encore cette croyance, Bruno Poncelet. Oh là là. Oui, que la violence c'est le fait de l'homme, bien sûr. Alors que sur les enfants, c'est plus souvent le fait des mères. Bon, voilà, c'est des études sérieuses. Hein, je raconte pas n'importe quoi. Oui, et comme vous le disiez, en plus, c'est beaucoup plus insidieux parce que c'est des mots. Oui. Vous voyez, tout ce qui mène vers l'anorexie, en fait, c'est un manque de confiance dans sa féminité parce que la maman, quand elle dit t'es nul, t'es moche, t'arriveras à rien. Ça provoque un effondrement en fait de la personne et de la confiance qu'on peut avoir en soi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc à ce moment-là, lors de la première hospitalisation, moi j'ai demandé à rencontrer l'assistante sociale de cet hôpital, que je ne citerai pas. Et j'ai demandé, j'ai dénoncé cette maltraitance. Donc j'ai été écouté, reçu dans un bureau, écouté, très bien, ça s'est très bien passé avec cette femme. Et puis, elle a dû rencontrer la mère peu de temps après. Et puis, je l'ai recontacté téléphoniquement par la suite. Et là, tout avait changé. Votre ex est perverse, hein, c'est tout. Exactement. Bah oui. Donc, tout avait basculé. Donc, j'étais devenu le père manipulateur. Et puis, madame qui savait faire était la victime. Et ma fille était bien entendu manipulée. Vous n'étiez pas rendu compte quand vous étiez avec elle qu'elle était perverse, Philippe? Eh ben non, et non, je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte après. Je m'en suis rendu compte après de par les fonctionnements. Il y a des choses qu'on voit pas. Je pense que quand on Non, mais je vous accuse de rien, hein, Philippe. Ouais, mais non, mais je le prends pas du tout comme ça, Brigitte. Non, je l'ai pas vu et c'est ça. Elle est perverse. Bon, donc du coup, et puis c'est un mot qu'on met à toutes les sauces maintenant. Alors du coup, on n'ose plus l'utiliser.
Moi, je crois que j'ai pas osé l'utiliser parce que on dit ouais, il est pervers narcissique, lui, il est comme si lui c'est un manipulateur. On rentre dans des cases maintenant et puis on sait plus ce qu'il est vraiment. Bon, donc du coup, j'ai pas voulu, j'avais des pensées, mais je ne savais pas si elles étaient justes. Donc du coup, m'en suis resté là. Cette assistante sociale m'a dit, je vais déclencher une information préoccupante. J'ai dit, c'est super. Enfin, on va venir nous aider. Venir aider Maëlle. Au bout de plusieurs mois, aucune réponse. Je contacte donc, moi j'habite dans le Rhône, donc il y a des maisons du Rhône, où il y a des assistants sociaux, où il y a des services sociaux qui vous permettent d'aller dénoncer des faits de maltraitance. Aussi bien un adolescent peut aller dans ces maisons du Rhône, peut appeler, et être reçu, ou des parents peuvent aller demander de l'aide. J'ai donc fait une deuxième demande dans cette maison du Rhône. Et ils ont fait des recherches et aucune information préoccupante n'avait été déclenchée par l'assistante sociale qui m'avait dit qu'elle le ferait. Voilà. Donc, donc toujours, toujours complètement impuissant et pas aidé. Bruno Ponsnard, c'est le témoignage qu'on entend de Philippe. Là aussi, il est très éclairant parce que il se retrouve. Pourtant, sa compagne est dans le soin, donc on peut penser qu'il a plutôt été aidé. Mais malgré tout, on voit ça traîne et pendant ce temps-là, la gamine, elle continue à. Philippe, la structure que vous avez vue dans le Rhône, vous pouvez nous donner le nom ou pas? l'ADMR. Bon, on va faire la pause des infos parce que l'heure c'est l'heure, hein, on respecte l'heure sur Sud Radio. Mais je vous propose, Philippe, qu'on vous retrouve d'abord parce qu'on aimerait savoir où vous en êtes aujourd'hui, et puis peut-être que Bruno Ponsnard va peut-être pouvoir aussi donner quelques conseils pour les parents qui sont peut-être dans votre situation, parce que malheureusement c'est plus fréquent qu'on ne l'imagine. C'est avec Bruno Ponsnard, psychanalyste, sexologue clinicien, que nous évoquons aujourd'hui les violences intrafamiliales. Alors nous avons le témoignage de Philippe. Philippe, vous témoignez de votre fille, donc qui a subi des violences particulières. Hein. On voit bien humiliation, etc. par sa mère, et tout le combat que vous avez fait pour la protéger, pour la sauver. À préciser d'ailleurs. Vous avez parlé de scarification. On sait souvent quand les ados se scarifient que derrière il y a un mal-être qui peut être dû justement à des violences. Alors vous en êtes où aujourd'hui, Philippe? Alors je suis retourné du coup, Monsieur Ponsnard m'a demandé, je suis retourné, donc chez nous c'est des maisons du Rhône, donc c'est des MDR. On y va. Ma fille a été emmenée par une de mes voisines qui était dans les services sociaux et qui est tombée à l'improviste un jour à la maison où Maëlle était, ma fille, en pleine détresse. Et du coup, elle l'a emmenée là-bas. J'ai eu un appel des services sociaux du coup qui m'ont appelé le soir même, tout de suite après cette entrevue avec ma fille, qui m'ont dit: monsieur, vous n'envoyez plus votre fille chez sa mère, elle y est en danger. Donc c'est tombé comme un coup près. Je disais ouf quelque part, et en même temps j'étais terrorisé, sachant que je n'étais dans l'irrespect d'une garde alternée décidée par un juge, puisque le divorce c'était une garde alternée. Je me suis donc rendu en gendarmerie, ce qui est très important à faire, je le conseille le jour où ça arrive, pour annoncer les choses. Alors vous avez le choix de porter plainte, pour vous protéger aussi. Pour se couvrir. Exactement, bien sûr, pour pas être attaqué soi-même. Donc je me suis rendu en gendarmerie avec ma fille, où on a fait une déposition. Et après on a été reçu par une deuxième équipe de services sociaux. Ces services sociaux étaient aussi défaillants que la première assistante sociale que j'avais rencontrée. Le contact que vous avez eu en gendarmerie, c'est une brigade ou vous avez été à la maison de protection des familles? Non, en brigade. Voilà, vous avez sur le Rhône, c'est la maison de protection des familles du Rhône. C'est une unité spécifique, c'est sur les violences intrafamiliales et sur notamment les signalements pour des gens qui seraient en danger. Vous avez la possibilité de passer par eux et de redéposer de façon plus circonstanciée, et sont spécialisés dans ce type d'infraction. Mais Bruno Ponsnard, là, Philippe parle donc d'une maison qui se trouve dans le Rhône, mais est-ce qu'il y en a partout en France ce genre de lieux? D'accord. Ces nouvelles unités ont été créées il y a 2 ans. Il y en a, je crois, de mémoire, 62 en France. Et à terme, il y en aura une par département. D'accord. Donc on avance. Qui sont formés autour de ces problématiques-là.
Ils ne font Donc que ça, en fait. On avance Les quand même dans la société. Oui. Les gendarmes ont été très bien. Ils ont auditionné ma fille d'un côté, moi de l'autre. On est ressorti avec ça. Les services sociaux ont auditionné ma fille, moi de l'autre. Ils ont trouvé que nos déclarations étaient un petit peu similaires. Donc, bien entendu, puisque moi je raconte des choses que me raconte ma fille, c'est des choses que je ne vis pas, puisque ça ne se passe pas chez moi. Donc, je suis commencé à rencontrer le même souci que j'avais rencontré la première fois. C'est-à-dire qu'on a commencé à me soupçonner éventuellement de manipulation sur ma gamine. Ça recommençait. Mais pourtant, votre fille, elle avait quand même un âge où quand même elle sait ce qu'elle dit. Mais je la mettais en doute. Mais d'après vous, à partir de quel âge elle a subi ces violences de la part de sa mère? Moi, c'est difficile à dire parce que les ados dénoncent, mais ils restent assez. Ils continuent à protéger leur bourreau. Hein. Donc c'est un truc où il faut essayer de les emmener et c'est pas facile. Moi, je lui avais proposé plusieurs fois de saisir le juge. Et elle n'a jamais voulu que je le fasse. Elle ne veut pas abandonner son bourreau, et puis c'est sa mère. Donc, oui, non, mais bien sûr. Elle va mal et elle a besoin d'aide, mais en même temps, elle n'a pas envie d'attaquer sa mère. Je comprends tout à fait, bien sûr. Exactement. Bien sûr. Donc, on n'a pas fait de dépôt de plainte contre la mère ni personne. Donc, du coup, il y a juste c'était une déposition. Par contre, après l'enquête, les services sociaux ont fait une évaluation rapide, parce qu'ils nous rencontrent une ou deux fois rapidement. Et là, après, vous passez devant un conseil de famille où on vous reçoit, la mère et moi. Et là, j'ai compris qu'une fois de plus, tout avait viré. Mon ex-femme avait réussi à basculer le truc et on était à nouveau dans les mêmes doutes. J'étais certainement un manipulateur et puis voilà, je voulais éloigner ma fille de sa mère. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, vous en êtes où ils ont fait une chose très bien. Par contre, c'est qu'ils ont saisi le juge. Donc c'est la seule chose qu'ils ont fait bien. Ils ont saisi le juge et là, ça change tout. Parce que du coup, vous vous retrouvez devant une nouvelle équipe qui va faire une évaluation sur de nombreux mois. Donc autant vous pouvez mentir sur un rendez-vous d'une heure, autant quand il y a une évaluation comme ça qui est faite en profondeur où ils vont chercher, ils vous voient vous à plusieurs reprises, ils voient la mère, ils voient l'enfant. Ouais, mais aujourd'hui, votre fille, elle est éloignée de sa mère pour de bon ou pas? Non, elle n'est pas éloignée, elle y est retournée parce qu'elle avait besoin de le faire et que moi je peux pas l'empêcher. Bien sûr, bien sûr. Et donc elle y est retournée. Par contre, il va y avoir un encadrement puisque enfin la maltraitance a été avouée par la mère, ça a été très long. Donc là on arrive au bout de cette évaluation, la mère a reconnu la maltraitance, donc on attend, on est à la fin du truc et puis ils vont certainement demander des mesures éducatives pour accompagner cette maman. Bruno Poncenard, qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport au témoignage de Philippe, qui est aussi un témoignage fort et important? Le témoignage de Philippe, il démontre qu'il ne faut pas lâcher, en fait. Il ne faut pas lâcher parce que parfois, libérer la parole, c'est pas simple. Du fait que votre fille, elle est prise entre deux désirs. C'est à la fois se protéger de cette maman qui est maltraitante, mais à la fois de continuer à aimer cette maman, qui est sa maman. Donc pour votre fille, c'est compliqué. Par contre, vous avez eu la bonne position, c'est de continuer dans l'envie de la protéger. Aujourd'hui, de plus en plus, les choses évoluent, que ce soit au niveau social ou au niveau judiciaire. De plus en plus, on tient compte de cette parole d'enfant, même si c'est une parole qui parfois est friable. C'est pas qu'elle n'est pas fiable. C'est comme je disais, elle est entre deux feux. Elle est entre cet amour pour sa mère, qui est tout à fait normal, et aussi cette forme de rejet de cette maman qui la maltraite. Et donc voilà, il faut rien lâcher. Et votre témoignage, il va servir à ça, parce que c'est vrai que le temps judiciaire, c'est un temps qui est long, et que parfois, dans la façon d'être questionné, on vous maltraite aussi, quoi. On vous bouscule en mettant en question votre probité, en disant voilà, vous dites ça, mais peut-être que c'est vous qui manipulez, peut-être que... Et c'est pas drôle pour un papa qui doit protéger sa fille d'entendre ça. C'est très dur. C'est très très dur. Mais en tout cas, vous n'avez pas lâché, et bravo, parce que le plus important, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on arrive à prendre en compte ce contexte-là, et qu'on puisse aider votre fille à grandir, tout simplement. C'est ça, à s'élever.
assez élevé. Eh oui. La douleur, alors elle est très personnelle et c'était pas le sujet, mais d'être accusé à tort, j'ai compris ce que c'était. Moi, ça fait des années que je me démène pour ma gamine, que je la fais accompagner par une multitude de professionnels de santé, que je lui fais faire des bilans, etc. Je pense que j'étais un bon papa. Et puis à un moment, on en doute qu'on est un bon papa. Parce qu'on est entraîné dans des trucs où on commence à nous faire penser, mais que peut-être que je suis pas d'aplomb. Et là, je suis heureux parce qu'on arrive à la fin de cette évaluation et on m'a dit, vous êtes un chouette papa. Votre lien avec votre gamine, il est fort et il est beau. Continuez comme ça. Et ça fait du bien. Donc je dis à tous les papas qui se sentent remis en question, moi je dis que pour protéger son gamin, il faut y aller. Il faut y aller. Quand notre gamin, on sent qu'il est en danger, il faut y aller. Et puis de toute façon, quand on est un bon papa, on le sait. Même si on peut douter, on sait qu'on est ajusté avec son gamin. Ben merci Philippe de ce témoignage qui est très différent du témoignage de Céline, mais qui nous éclaire aussi sur toute la difficulté, Bruno Ponsnard, de protéger ses enfants et cette violence qui est parfois à des endroits où on pourrait pas imaginer qu'elle existe, quoi. Merci Philippe. Bon. Merci Philippe. On va faire une petite pause et c'est Nicolas qui va témoigner dans un instant pour également un tout à fait autre sujet et on se retrouve sur Sud Radio avec vous bien sûr aussi au 0826 300 300. À tout de suite. Nous évoquons les violences intrafamiliales en compagnie de Bruno Ponsnard, psychanalyste, sexologue clinicien qui travaille évidemment beaucoup sur ce sujet depuis pas mal de temps. Moi, je trouve que quand même, quand on entend le témoignage de Philippe qu'on vient d'entendre, ça avance dans la société. On a l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience, une prise en charge même, je dirais. Oui, je pense qu'on est en train de redonner la place à l'enfant, non pas à l'enfant roi, mais à une place comme individu, en tout cas comme quelqu'un qu'on doit écouter. Ça ne veut pas dire qu'on va accéder à tout ce que veut ou à tout ce que dit l'enfant, mais en tout cas, la société se doit de protéger nos tout petits et nos plus grands d'ailleurs. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, bien sûr. Nicolas, bonjour. Brigitte, bonjour. Bruno, bonjour. Bonjour, merci Nicolas. d'être avec nous, Nicolas. Merci à vous de prendre mon témoignage. C'est toujours un plaisir de partager des petits moments avec vous. Vraiment, je suis ému toujours. C'est toujours pareil. Je suis ému. Je vous écoute. Je suis là. C'est nous qui vous écoutons, Nicolas. Tout à fait. Alors, pour parler de ces fameuses violences, je vais avoir mes 52 ans cette année. Ouais. Et même après 50 années passées, j'ai toujours du mal. J'ai vraiment du mal. Je vous ai appelé il y a quelque temps, il y a plus d'un mois maintenant, sous un pseudonyme. Il m'a fallu plus d'un mois pour me remettre de mon témoignage. Pour vous dire à quel point. Je crois que j'étais déjà avec Bruno Ponsnard, me semble-t-il. C'est ça, tout à fait. C'était aussi Bruno. Il m'a fallu un mois à peu près pour me remettre de mon témoignage. Ça m'a fait énormément du bien de vous en parler. Et je me suis dit à quel point les violences qu'on fait aux enfants aujourd'hui, c'est quelque chose d'incroyable, comme ça marque dans le temps. Alors pour m'en sortir, c'est ce que je voulais partager avec vous, mon expérience personnelle pour m'en sortir. En fait, c'est très dur. Voilà, c'est très très dur parce qu'en fait, j'ai grandi en n'ayant aucune image du père. Je n'avais pas l'image de mon père qui, quelque part, m'a abandonné, et je n'avais pas l'image du mari de ma mère qui était censé être un beau-père et qui ne l'était pas non plus. Ce qui fait qu'en grandissant, en fait, moi-même, mon image d'homme, au fond de moi, c'était très perturbé. J'avais l'impression d'être un adolescent permanent qui était sans cesse en train de vouloir faire plaisir à tout le monde et de dire tout le temps oui, juste pour la sensation d'être accepté, pas rejeté. Et en fait, ça mène une vie où on vit pour les autres, on vit pas pour soi. On n'en souffre pas vraiment. Nicolas, je voudrais juste vous dire une chose, parce que vous parlez de cette sensation d'être rejeté, donc on imagine bien qu'il y a une blessure de rejet, mais qui est aussi certainement très liée à une blessure d'injustice. Je crois que c'est vraiment important de le signaler. Parce que quelque part, oui, il y a une injustice d'avoir été un petit garçon sans avoir la possibilité de se reposer sur une image paternelle positive. Oui, c'est une injustice, d'autant plus que quand moi je le vivais, je me disais mais pourquoi
Je veux une réponse et j'en ai pas en fait. Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi je dois vivre ça? Et surtout, pourquoi je dois être dans cette situation alors que moi j'ai rien demandé? Voilà, je suis venu au monde, je veux juste être un enfant, je veux grandir, je veux évoluer. Et on m'empêche et sans me donner d'explication. C'est horrible. C'est un sentiment. Mais est-ce que Nicolas, je vais élargir un tout petit peu les choses. Est-ce que symboliquement, il y a eu des images, des symboles de paternels qui ont pu quand même vous aider à vous construire en tant que garçon, adolescent et plus tard homme? Je les ai pris, ces symboles-là, non, je les ai pris plutôt quand il y avait des adultes autour de moi qui parlaient ou qui disaient des choses, et quand ces choses me résonnaient en moi, je les prenais, je les faisais miennes. Mais je n'ai pas eu d'image paternelle, je n'ai pas eu d'amis de la famille ou de cousins, de cousines. Non, mais ça peut être une star, ça peut être, ça peut être un homme politique. Enfin, Bruno Poncelard, on sait aussi qu'on peut se reposer sur des symboles. Oui, il faut faire confiance à la souplesse de l'enfant que vous étiez, Nicolas. Je ne vais pas vous faire une séance maintenant dans le temps, mais il y a forcément dans votre vie d'enfant ou d'ado des rencontres d'hommes qui ne sont pas forcément des hommes très proches. Ça peut être un instituteur, ça peut être un éducateur ou un moniteur de colonie de vacances. En tout cas, des petits moments où vous avez eu des personnes qui vous ont servi à vous rendre compte de ce que pouvait être un bonhomme, dans le sens premier du terme. Ça peut être le grand-père, ça peut être un oncle. Et des fois, c'est morcelé. Des fois, on prend un peu du grand-père, et puis c'est le tonton, c'est les tontons bricoleurs. Et l'enfant, il arrive quand même à se construire. Et la preuve en est, c'est que vous êtes là aujourd'hui avec nous à la radio. Oui, parce que Nicolas, ça peut même être, excusez-moi, je vous coupe, mais peut même être une lecture, ça peut être un film. Vous voyez, c'est des choses comme ça qui, à un moment donné dans votre enfance, mais peut-être que vous n'en avez pas conscience. Hein, non, j'en ai pas conscience. Mais ça peut être Zorro, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être. Non plus. Parce que moi, je me souviens très très bien de votre témoignage. Mais moi aussi, de la bien force sûr. qu'il y a en vous. Cette force, ça vient pas de nulle part. Voilà. Ben écoutez, il m'a fallu concrètement, à l'âge de 33 ans, j'ai divorcé et j'ai eu la sensation de repartir à zéro en fait. J'ai eu la sensation en divorçant, en plus c'était un divorce tout à fait sans dispute, sans violence. C'est juste que je me sentais pas dans ma vie et c'est normal parce qu'en fait j'avais besoin de trouver une identité, j'avais besoin de me trouver moi-même déjà en tant qu'homme. Donc depuis ce reset-là, je dois dire que à partir de ce moment-là, oui, les livres, les gens autour de moi, les parents autour de moi, ceux qui ont des enfants, j'ai regardé. Et ce qui m'a fait le plus grandir, ce qui m'a permis de passer cette, on va dire, d'abord cette force comme vous parlez, et que j'ai encore, mais elle est fragile, vous savez, vous m'entendez la forme, mais elle est derrière, j'ai quand même une fragilité qui est très très forte en moi. Non, mais on se souvient de votre témoignage et de comment vous étiez dans ce jour-là. Donc ne vous inquiétez pas, on connaît votre vulnérabilité. Quand j'ai eu ma fille, mon enfant, quand j'ai eu ma fille et que j'ai eu l'impression d'être, enfin pas l'impression, c'était pour moi vraiment la sensation d'être dans le bonheur puisque je construisais une famille, chose que je n'avais pas eu l'impression d'avoir. Vous voyez, je parle au conditionnel, j'avais pas eu l'impression d'avoir parce que la famille elle y était, mais moi je ne l'ai pas ressenti. J'emploie bien les mots qu'il faut pour moi. Hein. Donc quand j'ai eu cette structure familiale avec ma fille et que je me suis séparé de la mère de ma fille, j'ai eu l'impression que le monde autour de moi s'effondrait et que je revivais à nouveau cet état que j'étais dans lequel j'étais enfant. Et là, j'ai pris une prise de conscience où je me suis dit, je ne veux pas que mon enfant ait à subir ce que moi j'ai subi. Partant de là, j'ai toujours été prévenant, gentille avec sa maman, même si ce qu'elle a fait c'était pas beau, je lui ai pardonné. J'ai eu une discussion avec elle où je lui ai dit que je lui pardonnais. L'objectif que j'avais à ce moment-là, et que j'ai toujours aujourd'hui d'ailleurs, c'était que mon enfant, ma fille, n'ait pas à subir la violence d'une séparation. Parce que même si ça se passe bien pour les enfants, enfin, en tout cas moi c'est ce que je pense, pour moi c'était une violence. La séparation a été une violence.
Ma fille aujourd'hui, vous voyez, là aujourd'hui, elle est avec sa maman, elle m'a demandé d'aller avec sa maman, c'est ma semaine de garde. On mange ensemble avec sa maman, on se retrouve. Hein. Et là, j'ai la sensation d'être un homme accompli. J'ai la sensation aujourd'hui d'avoir pris ma revanche sur ce que la vie m'a fait il y a tant d'années. Je replore encore pour vous dire, j'ai cette sensation d'avoir pris ma revanche sur la vie grâce à ça. Grâce au fait que j'ai pu gérer ce divorce comme il faut, gérer mon enfance sans qu'elle ait à subir moi-même, y compris une certaine violence de ma part, il n'y en a pas. Voilà. Vous voyez Nicolas, je crois vraiment parce que je vous écoute et je me souviens très très bien de votre témoignage parce qu'il nous avait énormément marqué. C'était tout en début d'émission, je crois la dernière fois qu'on avait fait l'émission avec Bruno Ponsnard. Je crois réellement que ce qui peut vous aider parce qu'on n'a jamais fini de se réparer, c'est de travailler sur votre blessure d'injustice parce que j'entends entre les mots que vous voulez vraiment toujours être parfait comme s'il fallait réparer l'injustice que vous-même avez subie en étant abandonné par le père et puis ensuite avec un beau-père qui vous a enfin certainement fait beaucoup de violence. Et je crois que c'est important parce que on peut pas être parfait de toute façon et puis on n'a pas à réparer ce dont on n'est pas responsable non plus. Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno Ponsnard? On sent chez Nicolas qu'il y a encore quelque chose comme ça de très douloureux, évidemment. Oui, puis on voit qu'il se sent un homme en devenant parent, en devenant père. J'allais dire, Nicolas, ça y est, le job est fait, vous êtes père. À n'en point douter, quoi. Vous en doutez peut-être encore parce que vous avez cette blessure-là, mais père, vous l'êtes. Et voilà, c'est ce qui vous permet d'être celui que vous êtes aujourd'hui, c'est le plus important. On va revenir avec vous, Nicolas. Vous allez nous dire ce que vous pensez de ce que Bruno et moi-même on vous a dit. Et puis on continue bien sûr sur Sud Radio à évoquer les violences intrafamiliales. On n'aura de toute façon jamais assez de 2 heures pour évoquer tout ça. Et on voit bien que c'est des violences multiples. Et je crois que c'était ça aussi que vous aviez envie de dire, Bruno Ponsnard. On se retrouve tout de suite. Nous sommes avec Bruno Ponsnard, nous évoquons les violences intrafamiliales et on continue évidemment avec le témoignage de Nicolas. Nicolas, vous avez envie de réagir à ce qu'on vient de vous dire ? Oui, vous m'avez demandé s'il y avait des images qui avaient pu m'aider à grandir. Oui. Vous faites partie, vous Brigitte, parce que ça fait maintenant plus de 10 ans que je vous écoute, vous faites partie des gens que je cite souvent. Votre point de vue et la manière dont vous avez d'accepter la différence des autres m'a énormément aidé, m'a élargi ma vision, ça m'a énormément aidé. Quand j'écoute les professionnels que vous recevez, comme Bruno, qui sont là, c'est une aide. Il y a une aide, il y a des paroles, il y a des mots. Lorsqu'il y a des témoignages comme le mien ou comme la personne qui était avant, lorsque j'écoute, et ça m'aide. Moi, personnellement, ça fait partie des endroits où je vais puiser un petit peu de force, ça m'aide. Ce que je voulais vous dire, c'est que jusqu'à aujourd'hui, donc en même temps que j'ai ces images qui vont m'aider, alors j'ai lu quelques livres aussi, bien sûr, pour m'aider, hein, mais il y a quand même aussi la contrepartie, c'est qu'il y a énormément de choses, dans la vie de tous les jours qui me ramènent toujours à ces blessures d'enfance. J'ai beau passer par-dessus, j'ai beau me dire, continuer à grandir, hein, et elles reviennent. Il y a quelque chose qui m'a énormément aidé à trouver aussi ma personnalité, c'est la sexualité. La sexualité, je me suis épanoui dans ma sexualité, et ça m'a énormément aidé à avoir une image de moi en tant qu'homme. Lorsque j'écoute vos témoignages, et je trouve que c'est tout à fait normal, hein, parce que très souvent, lorsque des personnes assez timides sur leur sexualité ont peur d'aborder des femmes ou des hommes ont peur d'être abordés, grâce à cette confiance dans ma sexualité, ça m'a permis d'avoir une assurance auprès des femmes, et ça m'a permis d'aller de l'avant, ça m'a donné vraiment une assurance au fond de moi, et ma sexualité s'est épanouie d'une manière extraordinaire, et ça vraiment, waouh. Alors, et grâce à vos émissions. Alors oui, mais mes émissions, vous étiez déjà adulte, hein, donc
je vous en remercie et je suis ravie d'entendre ça parce que c'est ce que j'ai envie de transmettre. Je pense que Bruno Ponsard, c'est également pour ça qu'il est là et qui prend 2 heures de son temps pour vous écouter. Mais il me semble comme ça, mais c'est très intuitif ce que je vais vous dire, Nicolas. Il me semble que peut-être qu'il y a eu une image féminine dans votre enfance qui a été très importante et qui vous a sauvé. Parce qu'au fond, si vous avez une sexualité épanouie, c'est sans doute grâce à cette image-là. Les femmes, certainement, ont eu leur importance. Et peut-être qu'au fond, vous vous êtes construit bien en tant qu'homme grâce aux femmes, non? Je ne sais pas. Je sais que j'ai une image, bon, sans parler, sans revenir sur mes parents, mais j'ai tiré un trait. Ça va faire. Je vous l'avais déjà dit, parce que c'est la. Oui, mais je parle pas de vos parents là. Je parle parce que quand même, Bruno Ponsard, quand on écoute Nicolas, enfin, c'est une belle personne. Et alors, ces blessures, parce que vous n'avez pas encore suffisamment travaillé dessus, mais on sent que le fond est bon, si je puis dire. Même si, bien sûr, j'entends votre souffrance. Non, Bruno Ponsard, vous trouvez pas qu'il y a forcément eu des tuteurs, comme dirait Boris? Oui, des référents, des modèles. C'est difficile de mettre un mot comme ça sur. Mais en tout cas, on n'a pas qu'un père et une mère pour grandir, et heureusement, parce que sinon on resterait dans une forme d'entre-soi et c'est pour ça que c'est important, pas de s'en rappeler, mais c'est bien de voir qu'on subit pas non plus que les blessures. Quand on a des blessures familiales, on subit pas que ça. On a aussi une ouverture sur le monde grâce aux gens qui nous entourent et qui nous aiment. Et comme vous êtes quelqu'un de bienveillant, on l'entend dans ce que vous nous racontez, et puis dans la façon d'être aussi. Voilà. Moi, je pense que vous n'avez pas été seul. Vous prendrez peut-être conscience. Et puis, vous savez, le temps, c'est un précieux allié. On appelle l'expérience, ça fait un peu vieux con, mais c'est un précieux allié. Voilà. Et puis on n'en finit pas de grandir, de toute façon, Nicolas. Mais je trouve que ce serait intéressant pour vous, c'est encore une fois pour vous, parce que nous, ça pourrait être une curiosité inutile. Ça serait intéressant pour vous de comprendre qu'est-ce qui a pu vous aider. Ça peut être un animal, ça peut être un arbre, ça peut être. Mais il y a forcément eu quelque chose de fort qui, à un moment donné, quand même, vous a permis de vous appuyer quand vous étiez enfant. Vous savez, j'ai vraiment la sensation. Alors, je vais pas aller à l'encontre de ce que vous dites, parce que très certainement, c'est vrai que j'avais un petit chien quand j'étais petit que j'adorais. Non, j'ai vraiment la sensation d'avoir fait un énorme travail sur moi-même. J'en avais assez d'être toujours dans une espèce d'état qui n'est pas vraiment dépressif, mais qui n'est pas vraiment heureux, toujours se chercher. J'en ai eu vraiment assez. J'ai acheté quelques livres, très souvent lorsque le vôtre, je l'ai lu déjà, vous me l'avez envoyé, mais j'en ai acheté quelques livres sur le rapport humain, sur pas mal de choses, et j'ai essayé moi-même pas de me faire ma thérapie, parce que ça serait bien prétentieux, mais j'ai essayé de comprendre pourquoi. Oh, vous savez, Nicolas, Freud n'avait pas fait de thérapie, il a fait son autothérapie, donc après tout, on peut faire son autothérapie, Nicolas. Écoutez, mon autothérapie, elle est simple. Ce que j'avais du mal à comprendre, c'était pourquoi pourquoi j'étais tellement émotif à telle réaction. Avoir la connaissance ou la compréhension de mes émotions. Une fois que j'ai un petit peu compris ce qui me met en colère, ce que j'aime, ce qui me fragilise, ce que je n'aime pas, aujourd'hui je m'en protège. Si je rencontre telle situation, j'ai attention, tu sais que ça va te mettre en colère parce que, attention, tu sais que, je vais vous donner un exemple tout à fait que je vis moi. Je ne peux pas regarder les informations parce que ce que je vois aux informations est horrible. Du coup, ça m'affecte au niveau de mon ressenti. Donc du coup, je me suis coupé des informations. Vous voyez, c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Blessure d'injustice. Alors là, je suis sûr de moi, Nicolas. Ah oui. Je suis certain. Il y a l'injustice, il y a l'abandon. Oui, il y a l'injustice, il y a l'abandon. Je crois que je les cumule un petit peu. Oui, mais l'essentiel, c'est vraiment la blessure d'injustice. Vous pourriez, si vous l'avez pas encore lu, Lise Bourbeau, elle parle très très bien des blessures d'enfance, ou Camille Langlois. Et je vous assure, travailler votre blessure d'injustice, ça va vous faire avancer. Vous êtes d'accord, Bruno Ponsard? Je pense que c'est assez évident.
Merci beaucoup en tout cas Nicolas. Merci. Merci beaucoup Brigitte, merci beaucoup. C'est toujours vraiment un plaisir. Je vous écoute vraiment depuis de nombreuses années. Je crois que c'est là plusieurs fois que je vous ai au téléphone. Et vous êtes vraiment pour moi une personne d'une gentillesse incroyable. Je vous garde en mémoire. Je vous dis, je vous cite plus souvent que le Dalai Lama. Vous faites partie des gens que je cite autour de moi. Voilà. Bon. Merci, merci Nicolas. Allez, on continue avec Yolande, à moins que vous ayez envie d'ajouter quelque chose, Bruno Ponsnard. Non, tout est dit. Hein. On a un témoignage encore plein d'humanité. Bah oui. C'est plutôt rassurant d'ailleurs, malgré tout. Mais est-ce qu'il ne faut pas, pour aller chercher son humanité, être un petit peu blessé? C'est la question je crois que je me les pose. gens qui ont des failles, hein, ce qu'on appelle des failles, c'est des blessures, c'est quand ils commencent à prendre des choses à bras le corps, ils se rapprochent de leur vérité. Et c'est ça qui est le chemin, c'est ce que est en train de faire Nicolas, c'est de chercher à combler ou à colmater ces vides que la vie nous inflige par moments, tout simplement. Ben oui, parce que parfois on rencontre des gens qui ont eu jusqu'à présent une vie tranquille, plutôt bien, et puis qui sont finalement d'une intolérance et d'un manque d'humanité qui parfois me fait penser que s'il leur arrivait quelque chose de difficile, ça les rendrait peut-être plus humains. Mais bon, ça n'engage que moi, hein, ce que je viens de dire. Non, mais je vous entends. Oui, je suis sûre que beaucoup de gens m'entendent. Bonjour Yolande. Bonjour Brigitte et bonjour Bruno. Je suis totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Voilà. Bon, eh ben écoutez, hein. Donc voilà. Et alors vous justement, par quoi êtes-vous passée pour être devenue humaine? Alors moi, je suis passée par de la maltraitance de mon enfance aux alentours de 6 ans jusqu'à mes 15 ans. Donc c'était violence sexuelle par mon père, c'était aussi de la violence tout simplement, c'est un grand mot, donc très violent, des mots, de l'humiliation, et tout ça c'est resté à huis clos dans la famille parce qu'à l'extérieur c'était l'homme parfait en fait. Voilà, donc il a été très très difficile de sortir de tout ça et d'en parler parce que même c'était caché à ma mère. Bon, elle voyait qu'il était violent avec mon frère et moi, mais elle savait pas tout. Elle savait pas qu'il y avait aussi de la violence sexuelle envers moi en fait. Et évidemment, peur de le dénoncer à votre mère, par peur des représailles. Bien sûr, parce qu'il était violent, il y avait du chantage, j'avais peur de perdre ma maman et mon frère. Enfin bon, donc du coup, je cachais tout ça, bien sûr. Et il a fallu, en fait, pour en parler, pour réussir à mettre des mots, à mettre des mots et le dire à ma mère et l'avouer aussi à mon frère. Il a fallu que j'ai accouché de mes enfants et pour protéger mes filles de ce, entre guillemets, grand-père, j'ai tout dit. Parce que je ne voulais pas qu'il soit en contact avec mes enfants. C'est ça, et comme on vous posait des questions et on ne comprenait pas pourquoi vous ne vouliez pas qu'il soit en contact avec vos enfants, vous avez été... Enfin, voilà, j'avais toujours des excuses, hein. J'avais toujours des excuses, tout le temps. Oui, et c'est terrible parce que vous avez utilisé le mot avouer, hein, comme s'il y avait une faute à avouer. Oui, parce qu'on culpabilise, on a honte, on veut protéger, donc du coup, enfin voilà, on prend tout sur soi en fait, et c'est tellement lourd à porter qu'on n'arrive pas à en parler. Bruno Ponsnard, on prend tout sur soi, ça c'est quelque chose qu'on entend souvent aussi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Yolande, justement? Yolande a tout dit dans son témoignage, c'est-à-dire qu'il y a la honte, la culpabilité, il y a la conscience qu'on a été sali, mais il y a aussi un sentiment qui est terrible pour l'enfant, c'est de se sentir sale, mais sale parce qu'il est aussi acteur de l'inceste. Et c'est terrible pour l'enfant parce que il y a pour l'enfant inconsciemment une sorte de marchandisation du corps. Ben voilà, il y a tout ça derrière. Et puis il y a tout ce contexte familial qui fait alors le témoignage de Yolande, il est important parce que très souvent, c'est intéressant la thématique, c'est la maltraitance. Est-ce qu'on la prend dans l'éducation et comment en changer? Et c'est quand on devient mère soi-même qu'on se met à protéger, en fait. C'est en protégeant ses enfants qu'on arrive à protéger ou à réparer ou à commencer à colmater ces blessures subies en tant que victime. Oui. On devient c'est très plus souvent au fort moment de avec la ses enfants. parentalité que les femmes trouvent ce ressort, cette force de dire non,
Moi, c'est bon, j'ai donné, hein, je le dis de façon un peu caricaturale, mais mes enfants, non, je vais les protéger. Oui, on devient plus fort en ayant des enfants et on grandit et moi, j'ai réussi à avoir de plus en plus de force et après à m'accomplir aussi au niveau professionnel. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pu après porter plainte au bout de tant d'années. Et le fait d'avoir porté plainte a été très violent encore une fois, mais ça m'a encore donné plus de force, je trouve. Et le fait d'en parler, je pense qu'il faut vraiment parler à ses amis. Non, mais ça, c'est vraiment le sujet que je répète sans cesse, et c'est pour ça que je fais régulièrement des émissions avec des témoignages comme le vôtre, Yolande, parce que c'est en parlant qu'on va mieux. Oui. Alors moi j'ai une question qui est assez, peut-être un peu violente à vous poser, Yolande, mais je vous laisserai une petite pause pour pouvoir y répondre. Est-ce que justement, en devenant mère et en protégeant vos enfants, ça a changé votre relation à votre mère et votre vision justement de votre mère, qui quelque part quand même ne vous a pas protégé de la violence physique, au moins, puisque celle-là, elle la voyait. Je vous laisse le temps d'une petite pause et puis vous nous direz ce que vous avez envie de nous dire, Yolande. On se retrouve dans un instant sur en compagnie de Bruno Ponsnard, psychanalyste, sexologue clinicien. Nous revenons sur le témoignage de Yolande. Donc vous devenez maman, vous l'avez dit avec beaucoup de force, hein, à quel point ça vous avait rendu justement plus forte. Est-ce que en quoi ça a changé votre relation à votre mère justement? Alors j'ai réfléchi justement. C'était une très bonne question. Donc avec ma mère, j'ai toujours une relation assez, on va dire peut-être pas fusionnelle, non. Au contraire, j'étais très proche de ma mère. Et ma mère a subi aussi la violence avec lui et elle a aussi subi la manipulation, elle a été très soumise. Et par contre, là où je pense que moi j'ai évolué, c'est que pendant des années, j'ai été la gentille, on va dire, entre guillemets, Yolande, qui accepte tout, qui dit oui à beaucoup de choses. Et finalement, aujourd'hui, je ne veux plus être comme ça. Aujourd'hui, j'ai plutôt envie de m'affirmer, de taper du poing sur la table s'il le faut, tout en étant quand même conciliante, arrangeante, mais il y a des limites que peut-être ma mère n'arrivait pas à mettre avec lui. D'accord. Voilà. Mais elle aussi, elle a évolué toutes ces années. Depuis, elle a beaucoup évolué aussi. Eh bien, merci Yolande de votre témoignage. Merci. Mais je vous en prie. On va continuer avec Christian qui est avec nous, Bruno Ponsnard. Bonjour Christian. Bonjour Bruno, bonjour Brigitte. Bonjour. Oui, je vous appelais parce que, merci, je voulais témoigner par rapport à la maltraitance et notamment par rapport aux croyances qu'on se crée quand on est petit. Moi, j'ai été violenté et humilié par mon père pendant toute mon enfance jusqu'à mon âge adulte. Ouais. Et en fait, il me rabaissait régulièrement devant les gens et devant ses amis, devant la famille aussi. Et en fait, pour moi, mon père ne me désirait pas. Enfin, je veux dire, je me demandais bien ce que j'étais venu faire là-dedans, dans cette famille. Et quand mon père me frappait, pour moi, c'était des injonctions de mourir. C'était, il ose pas aller jusqu'au bout. Mais voilà, ce qu'il désire lui en réalité pour moi, c'est la mort, quoi. J'aurais pas dû être là. Et ce que je voudrais souligner, c'est comment dire, c'est les croyances qu'on se crée, c'est comment on donne du sens quand on est enfant je sais bien, et ce qui est terrible, c'est qu'après adulte, on comprend pas pourquoi on a réagi comme ça, on comprend pas pourquoi c'est dur pour les enfants, on comprend pas. Enfin, moi, j'ai eu du mal à remettre des mots dessus et à trouver comment on réfléchit quand on est enfant. C'est pas pareil, on n'est pas construit pareil. Mais on n'a pas la capacité à rationaliser les choses, Christian. On n'est que dans l'émotion jusqu'à l'âge de 7-8 ans. Mais ce qui est horrible dans ce que vous dites, c'est qu'à la fois vous avez subi, bien évidemment, une humiliation. Donc il y a une blessure d'humiliation et sans séquelles. Et puis il y a cette peur de mourir que vous deviez avoir chaque fois qu'il vous battait, parce qu'en fait c'est ce que vous êtes en train de dire, hein, il me semble. Ouais, et en fait moi je me suis protégé, enfin en tout cas maintenant je considère que je me suis protégé en le haïssant terriblement, cet homme. Voilà. Je pense sincèrement, s'il y a un truc que je peux dire sur mon père, c'est que je l'ai jamais rencontré
Je veux dire, c'était l'homme qu'il ne fallait pas devenir. Je ne voulais pas devenir comme lui. C'était très important pour moi de pas devenir l'homme qu'il était. Et en plus de ça, c'était terrible parce que cette haine que j'avais envers lui, c'était une violence. On le sent bien, on le vit très. Bien Et sûr. pour moi, ça me ramenait à sa violence à lui. C'est-à-dire que le fait de le haïr me rendait aussi mauvais. L'image que j'avais de moi était aussi mauvaise que celle que j'avais de lui, quoi. Bien sûr, mais ce qui va bien, c'est que vous utilisez l'imparfait, il me semble. Bruno Poncenard, qu'est-ce que vous pouvez dire à Oui, Christian déjà? en fait, c'est la peur d'être comme papa. Ce rejet violent, c'est aussi un moyen de dire je ne veux pas et je ne serai, je ne veux pas, je ne suis pas et je ne serai pas comme toi, en fait. Parce que le petit garçon que vous étiez, ce qu'il voulait, c'était être reconnu par son père. Et quand on a un père qui rabaisse et qui maltraite, l'enfant, il est lié. Bien sûr que c'est quand vous parlez de cette sensation de mort, quand vous repensez à cette relation, bien sûr que quelqu'un qui vous maltraite, il vous renie, il vous tue, psychiquement, hein, symboliquement, j'entends. Et c'est vrai que l'enfant, lui, il a besoin de reconnaissance. Tous les enfants regardent leurs parents, et notamment pour un garçon, le papa, c'est censé être mon modèle. Oui. Ben oui, c'est votre Dieu et c'est pas et en fait vous avez le diable en face de vous. Hein. Je crois que c'est quelque chose comme ça de très compréhensif parce qu'en fait pour l'enfant c'est noir ou c'est blanc. C'est jamais entre les deux. Et c'est terrible parce que c'est une dualité qui est très compliquée à vivre, quoi. C'est-à-dire de vouloir être aimé par un homme et le détester en même temps autant, c'est vraiment c'est déchiré en deux, quoi. Oui, mais ce qui est intéressant, de l'amour et de la haine. Ce qui est intéressant, Christian, c'est que vous avez conscience aujourd'hui, vous n'en aviez peut-être pas conscience enfant, mais si quand même, je crois, sinon vous le diriez pas aussi simplement. Vous aviez quand même conscience de cette dualité qui était en vous. C'est à la fois vous le détestiez et en même temps vous aviez envie qu'il vous aime. C'est vrai, mais moi ce que je sais surtout, c'est qu'à l'époque, je pensais que j'étais foutu, que j'aurais pas d'avenir, que j'étais à jeter à la poubelle. Voilà, que il n'y avait pas d'avenir. Vous avez quel âge aujourd'hui? J'ai 49 ans. Et qu'est-ce qui vous a aidé, Christian? Alors, je vais vous dire, ce qui m'a aidé, c'est d'essayer de sauver ma sœur. Ah oui, d'accord. Je me suis interposé et je pensais qu'il lui arriverait pas. Fallait pas que ça recommence, quoi. Fallait pas que ça lui arrive ce qui m'était arrivé, ce que je ressentais, Elle a combien d'âge de moins que vous, votre On sœur? a 1 an de différence. C'est tout? Et vous aviez déjà cette force-là de la sauver à partir de quel âge vous avez eu cette puissance-là, ce désir puissant de la protéger, justement? Je dirais 3-4 ans, je sais pas, très très tôt. En fait, ma sœur, elle est arrivée très vite. Je me suis fait virer des bras de ma mère, je me suis fait virer du landau. Je me rappelle encore que ça a été des moments très durs et en même temps, elle avait une chance. Elle pouvait. Et bon, ça marche pas comme ça, hein, évidemment. Mais en tout cas, mais ça m'a aidé. C'est ce que vous êtes dit en tant qu'enfant et ça vous a aidé. Et est-ce qu'il était violent avec votre sœur ou pas? C'est compliqué. J'ai un grand frère et il a été violent avec mon grand frère. Je l'ai vu et je pense que ça aussi c'est la prise de conscience. C'est pas juste à. Je l'ai vu faire aussi. C'est ça de voir ça de l'extérieur en fait. C'est pas la même chose. Et pour moi, le souvenir que j'en ai, c'est que j'ai protégé ma sœur. Mais après, est-ce qu'elle a reçu ou pas? De toute façon, je considère qu'aujourd'hui, le simple fait d'avoir vu la violence que j'ai pris à sa place est suffisant pour et déjà un traumatisme évidemment. Qui explique des choses, quoi. Mais après, si elle a été battue, dans la famille, c'était un peu particulier. Je pense que les filles avaient un statut où il fallait pas qu'elles soient battues. Les garçons, c'était plus dans la culture. Voilà, on va dire. Et dans tout ça, votre mère, elle était malgré tout une bonne mère, même si elle n'a pas pu vous protéger ou pas? Qu'est-ce que vous diriez? Ma mère, elle a passé son enfance à l'orphelinat. Mm-hmm. Alors,
comment dire? Alors, je vais vous dire ce que je pense, mais pour moi, ma mère, elle était à sauver aussi. Enfin, je ne vous l'ai pas dit, mais l'une des choses que j'aurais voulu faire dans ma vie, c'est sauver ma mère. C'est-à-dire sauver du vide de son enfance, du manque d'affection qu'elle a pas reçu. Pour moi, ma mère, elle nous a raconté très petit son histoire, et pour moi, elle nous a appelé au secours. Elle m'a appelé au secours en tout cas. Donc